Ce que je voulais vous proposer pour commencer, pour se mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance, c'est 2 ou 3 minutes simplement, où, si vous le voulez bien, vous pouvez fermer les yeux et vous projeter dans un jardin ou dans un lieu de nature que vous connaissez ou que vous imaginez et laisser venir à vous les sensations, les émotions, les perceptions. Voilà, pour quelques instants. Je vais me taire ensuite et je vais vous laisser apprécier ce moment de relaxation dans un lieu naturel de votre imagination. Voilà, si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Et maintenant, Michel va pouvoir ouvrir la conférence. Merci Isabelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque à chaque conférence du Club Spiritualité, il y a des nouveaux et des invités. Donc je suis Michel Farin, je suis le co-président et cofondateur du Club Spiritualité. Et je voulais aujourd'hui, sortant de Giverny ou de mes montagnes, hein, c'est selon quand je ferme les yeux, vous présenter Isabelle. Alors Isabelle Goup. Alors pourquoi c'est à un moment donné, Isabelle m'a parlé de hortithérapie et j'avoue que je ne connaissais pas. Donc dans l'univers de la spiritualité, je connais pas mal de choses, mais l'ortithérapie, je ne connaissais pas. On m'a expliqué que ça venait, elle fera mieux que moi, des États-Unis, du Canada, et à partir de ce moment-là, avec l'ensemble du bureau, nous avons jugé que c'était intéressant de découvrir ce que c'était que l'ortithérapie, plus bien d'autres choses, et de l'amener à venir. Donc je la remercie pour être là pendant des temps de vacances et le soir, puisque nous aurons aussi Janine qui va nous parler depuis le Québec pour nous décrire des expériences qui ont lieu au Québec sur des notions approchantes. Donc, merci de votre attention. De façon classique, hein, vous pourrez intervenir en posant des questions. Aude va faire l'animation et on relaiera vos questions. Et ensuite, à la fin, il y aura effectivement un peu plus de temps pour les questions-réponses à Isabelle ou à Janine selon les cas. Voilà, Isabelle, je te laisse la parole parce que tu te présenteras et tu présenteras les choses bien mieux que nous. Merci. Merci Michel de l'introduction et de l'invitation aussi. Est-ce que Aude, vous vouliez dire autre chose avant Oui, en fait, merci Isabelle. Je suis Aude Simon, je suis ravie d'animer les échanges ce soir. Alors, comme d'habitude, hein, nous vous invitons à fermer vos micros et nous vous rappelons que la conférence est enregistrée. Comme l'a dit Michel, vous pouvez poser des questions pendant la conférence, qu'on aime être interactive, et on prendra vos questions ou au fil de l'échange ou bien à la fin de la conférence. On a réservé un petit peu de temps. Alors, le thème ce soir, découvrir les bienfaits de la nature avec l'ortithérapie et l'écothérapie, est un thème passionnant parce que derrière ces mots, il y a la connexion de l'homme à la nature. Alors, on connaît depuis toujours les bienfaits de la nature sur l'homme, et avec l'écothérapie, on intègre ces bienfaits dans une approche thérapeutique qui favorise la guérison des personnes qui sont fragiles ou malades. Et ce thème est aussi fortement d'actualité avec les prises de conscience au niveau de la transition écologique
Et tout récemment, le confinement dans les villes a rappelé à de nombreux urbains que nous sommes le caractère essentiel de ce lien avec la nature. L'enjeu ici est de se questionner et de questionner notre rapport à la nature et au vivant, à la fois pour nous, pour nos proches, et d'une manière plus globale, à propos de nos modes de vie et de notre civilisation. Alors, nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous, Isabelle. Merci d'être là. Vous avez débuté votre carrière dans le journalisme et vous avez vécu entre la France et les États-Unis. Vous avez un master de psychologie clinique et aujourd'hui, vous exercez en tant que psychologue dans une institution qui est le Centre local d'information et de coordination gérontologique à Nanterre. Et vous êtes également présidente de la Fédération française Jardin, Nature et Santé, qui est dédiée à la reconnaissance de l'ortithérapie et de l'écothérapie en France. Bienvenue Isabelle, et je vais vous laisser vous présenter avec un petit peu plus de détails et puis nous partager le parcours, votre parcours qui vous a amené à l'écothérapie. Merci Aude, merci de nouveau à tous et à toutes d'être là. Effectivement, cet aller-retour entre les États-Unis a commencé d'abord par un master de journalisme à l'Université d'Oregon et plusieurs années, presque 10 ans, aux États-Unis, sur la côte ouest entièrement, donc tous les 3 États de la côte ouest, où j'ai ensuite travaillé plutôt dans la high-tech de façon générale. Je suis ensuite revenue à Paris, mais donc cette carrière de journaliste, elle a commencé un tout petit peu plus tard et elle a duré environ 20 ans, mais avec toujours des allers-retours, puisque surtout quand on couvre la haute technologie, aller à San Francisco de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est même beaucoup de bien. Et c'est pendant un de ces séjours que, basé sur mon intérêt déjà assez lointain pour la psychologie, mais aussi pour la nature, quelqu'un m'a parlé, vraiment par hasard un jour, de l'ortithérapie, qui, un peu comme vous, Michel, m'a interloqué. On parlait de horticultural therapy en anglais, mais je ne voyais pas trop de... Voilà, j'ai découvert tout cela. J'ai pu m'y former par des modules qui étaient offerts par un institut qui enseigne ce sujet, et aussi le pratiquer auprès de personnes âgées dans un centre d'accueil, avant de rentrer en France et de me dire que peut-être ce que je pouvais apporter à cette pratique, qui existait déjà un petit peu, mais qui était très naissante en France, c'était d'écrire sur le sujet. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un blog en 2012 qui existe toujours, qui s'appelle Le bonheur est dans le jardin, et qui a permis de mettre en avant, de parler d'expériences, d'abord aux États-Unis, ensuite en France et dans d'autres pays également, pour donner des idées, inspirer des gens, des francophones. Donc, sur cette base-là, je suis ensuite revenue en France et en 2013, j'ai effectivement commencé en parallèle du journalisme un cursus qui m'a amené à un master de psychologie clinique, en orientation de thérapie cognitive et comportementale, que j'ai terminé en 2018. Et en 2018, aussi est née cette fédération que Aude a évoquée, la Fédération française Jardin, Nature et Santé, qui a voulu rassembler les professionnels francophones, français surtout, qui travaillent autour de ces écothérapies et orthithérapie qu'on va définir un peu plus tard. Donc des professionnels venus du monde de la santé et venus du monde du végétal, mais qui pratiquent à la croisée de ces mondes-là. La santé, ça peut être vraiment toutes sortes des infirmiers, psychiatres, médecins, kinés, etc. Et puis du monde du végétal, des paysagistes, des responsables d'espaces verts dans des milieux médicaux, des jardiniers. Donc, cette fédération, elle a été créée pour les rassembler et pour partager des ressources et faire mieux connaître et reconnaître l'écothérapie et l'orthithérapie en France. Donc voilà un petit peu où on en est. On est maintenant une jeune fédération qui a 3 ans. Voilà où on en est en début 2021. Isabelle, donc l'écothérapie et l'orthithérapie reconnectent l'homme à la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ce que recouvrent ces 2 termes? Oui. On va commencer peut-être par écothérapie, puisque c'est le terme le plus large, le concept le plus large, pour ensuite arriver à l'orthithérapie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des fondements théoriques à cela, notamment il y a deux théories. Il y a la biophilie qui a été popularisée, sinon créée,
par un professeur d'Harvard spécialiste des fourmis qui s'appelle E.O. Wilson, qui a premier un peu popularisé ce concept de biophilie, c'est-à-dire une attirance innée que les êtres humains auraient pour le vivant, de façon générale, pour le vivant. Et pour lui, la nature est la clé un petit peu de notre appréciation, enfin, sur le niveau esthétique, psychologique, mais aussi spirituel, cette connexion au vivant que nous avons en tant qu'être humain. Et puis, il y a aussi d'autres théoriciens qu'on pourrait citer, qui sont Stephen et Rachel Kaplan, qui sont des psychologues environnementaux de l'Université de Michigan, qui ont, eux, théorisé le fait que pour des êtres humains urbains et très sollicités, dont l'attention est très sollicitée, et qui donc sont un petit peu en épuisement attentionnel, la nature avait le mérite en fait de redonner de la vitalité, parce que, au contraire de ce qu'on fait tous les jours, qui demande une attention très dirigée et qui s'épuise, la nature nous permet, avec le bruit des oiseaux, du vent, quelque chose qui demande une attention beaucoup plus floue, vague, de refaire nos réserves d'attention. Donc, ils ont théorisé cela. Ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que l'écothérapie se base sur un petit peu l'éco-psychologie, qui serait l'étude en fait des liens justement naturels entre l'être humain, son environnement naturel et sa santé, et que l'écothérapie étudie les psychopathologies qui peuvent se développer lorsque ces connexions, ces liens à la nature, au vivant, sont abîmés, ne sont plus là ou ne se passent pas bien. Donc, les écothérapies proposent de réparer, en quelque sorte, ces liens, ces connexions à la nature de façon globale. Et donc, l'écothérapie peut couvrir dont on entend parler beaucoup en ce moment, les bains de forêt, par exemple, peut être des balades biophiliques avec une attention un petit peu en pleine conscience des événements naturels que l'on perçoit autour de soi, mais aussi l'ortithérapie, plus spécifiquement. Donc l'ortithérapie, là, il s'agit plutôt d'utiliser le végétal, mais dans un jardin, plus précisément, quelque chose de plus humain et de plus clos, avec des objectifs thérapeutiques pour aider des patients, qui peuvent être vraiment des gens d'horizons très divers, avec des pathologies très diverses, à travailler sur des objectifs. Et peut-être que là, on pourrait parler un petit peu des principaux bienfaits de ces écothérapies ou de l'ortithérapie, qui sont, alors on peut dire peut-être, si on les classe en 4 grandes catégories, des bienfaits, des bénéfices physiques, puisqu'évidemment, le corps est en mouvement, on parle du tonus, on parle de la musculature, on parle de ce genre de choses, mais on parle aussi de motricité fine, enfin voilà, toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans ce bienfait physique, des bienfaits psychologiques, tels que l'estime de soi, la motivation, la confiance en soi, le pouvoir d'agir, des bienfaits aussi sociaux, puisque en principe, si on est dans un jardin en train de travailler avec d'autres personnes, on est dans un lien social, on est dans la gestion des impulsions, la gestion de la colère, on est dans suivre des consignes, être attentif aux autres, et puis aussi des bénéfices plus cognitifs, qui sont de travailler par exemple la mémoire, le langage, la communication, ça peut être aussi aller jusqu'à l'écrit, l'oral, d'écrire, enfin, voilà, travailler pas mal de choses à travers ce jardin. Donc en tous les cas, c'est l'idée d'utiliser le végétal et le jardin dans un but d'accompagner des personnes qui ont besoin d'atteindre certains objectifs, soit de maintien de leur capacité, soit de restauration de leur capacité lorsqu'elles ont été abîmées, par exemple suite à des AVC ou dans le cas de dépression, par exemple. Ces deux exemples. Et si on peut se baser sur la définition que l'OMS fait de la santé, qui est peut-être une définition que vous avez déjà entendue, mais le fait que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Je pense qu'on voit que l'écothérapie, l'ortithérapie, contribue en fait à toutes ces dimensions, toute cette qualité de vie qui est multidimensionnelle, physique, mentale, psychologique donc, et sociale
notamment. Vous, Isabelle, vous travaillez avec des patients, des personnes, vous êtes psychologue. Mhm. Euh, et pour nous, et peut-être nous donner des exemples de ce que, par exemple, vous faites, ou bien pour les personnes malades, des patients, ou bien portantes, pourquoi pas. Oui, alors on va effectivement donner quelques exemples qui ne sont pas nécessairement ce que moi je fais, puisque ma pratique de psychologue est peu touchée par cela, bien qu'il m'arrive en fait de faire des entretiens à l'extérieur, dans des parcs ou en marchant. Je pense que c'est très utile à certaines personnes de ne pas être confinées dans un bureau, mais de pouvoir peut-être mieux s'exprimer en marchant ou en étant entouré de nature. Ça, je le pratique un petit peu. Mais je vais vous donner des exemples voilà, des exemples assez parlants en France, parce que je pense qu'en France, qu'on peut dire, même s'il y a encore du retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons, scandinaves, au Japon aussi, il y a quand même un certain nombre de programmes qui existent. Hein. Le plus ancien, à mon avis, a plus de 30 ans, mais on a vu quand même une montée en puissance de ces programmes depuis une dizaine d'années, mais même depuis 3 ou 4 ans. Donc, je vais vous en décrire 3 différents, et puis aussi, donc, Janine pourra partager l'exemple aussi qui est le sien. Donc, par exemple, en psychiatrie, il y a plusieurs situations, mais un des jardins dont je voulais vous parler est au CHU de Saint-Étienne. Il s'appelle le Jardin des Mélisses. Il a été créé par un jeune interne en psychiatrie en 2015 environ, dans une vision participative avec à la fois les patients, mais les soignants, enfin toutes les parties prenantes. Et ce jardin est animé par les soignants qui y accompagnent certains patients toutes les semaines pour faire des activités dans le jardin, voilà, selon les saisons, hein, une évolution des saisons. Je ne sais pas si peut-être certaines photos vont… Voilà, ben voilà, parfait. Effectivement, sur ma gauche, pas avec les personnes, mais de l'autre côté, c'est le jardin des Mélisses qu'on voit là. Et donc, il y a d'ailleurs en ce moment une étude qui est menée par l'équipe des soignants sur presque une centaine, je crois, hein, de patients qui ont pu bénéficier au fil des mois de ce jardin pour mesurer un certain nombre de bienfaits plus spécifiquement. Donc, elles en ont déjà un petit peu parlé. Les soignantes ont pu présenter déjà dans des congrès, mais les résultats finaux là, sortiraient bientôt, à mon avis. Donc, voilà, là, on a des équipes de soignants qui accompagnent des groupes de patients pour des temps spécifiques, donc que je qualifierais d'ortithérapie, puisqu'on a des soignants, on a des patients et on a ce jardin qui fait un petit peu tiers. On parle souvent en ortithérapie du fait que le jardin devient soignant et le tiers soignant aussi par le fait que des patients, qui sont d'habitude des personnes qu'on soigne, deviennent les soignants de ce jardin, s'occupent de ce jardin, l'arrosent, le font vivre, voilà, deviennent responsables de ce jardin et le soignent. Donc ça, c'est un exemple en psychiatrie. Et avec, ce qui est intéressant, l'idée de mesurer les effets à travers une étude voilà, sur un nombre significatif de patients. Un autre exemple de jardin, c'est en gérontologie, parce que c'est un petit peu le deuxième pôle où on voit le plus de jardins thérapeutiques ou de jardins de soins en France. C'est auprès de personnes âgées. Donc, on en voit un grand nombre dans des EHPAD hein, qui se sont munis de jardins, qui en ont créé. Là, je ferai peut-être un aparté pour dire que les jardins créés, que ce soit en psychiatrie ou en gérontologie ou ailleurs, peuvent être des jardins où on fait, des jardins où on est actif, où on fait des activités encadrées par des professionnels, mais aussi des jardins où on est en fait, où on observe, où on est peut-être voilà, de façon un peu plus méditative, amené à aller lire ou à aller se poser avec sa famille ou seul. Enfin, il y a un petit peu ces deux dimensions de faire quelque chose d'actif ou de plutôt être là à absorber l'élément naturel. Donc, le CHU de Nancy, cette fois, a créé un jardin dès 2000, j'ai envie de dire, il a 2007, je dirais, sous l'impulsion du docteur Thérèse Jonveau-Rivasso, qui est neurologue. Donc, pour des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et maladies apparentées,
avec des activités qui sont programmées, mais aussi des activités artistiques, des activités musicales. Et là, ce qui a pu être constaté, parce que Dr Thérèse Jonveau a fait beaucoup d'études de différentes situations, que ce soit pour les patients eux-mêmes, et là on a pu constater une amélioration du sommeil, une réduction de la prise de médicaments pour le sommeil, justement. Elle a aussi fait des études qui montrent que les soignants en retirent des bénéfices, notamment justement une capacité à aller se restaurer, à aller faire des pauses qui sont plus intéressantes quand on les fait au jardin que quand on les fait dans une salle de repos, par exemple. Et puis aussi, les familles, plus globalement, peuvent en bénéficier. Donc là aussi, de nombreuses études qui ont été publiées sur ce jardin en gérontologie. Un troisième exemple que je voulais mentionner, parce qu'on voit de plus en plus ce genre de choses en France, ce sont des jardins hors les murs, enfin ce que j'appellerais hors les murs. Là, les deux que je vous ai décrits sont à l'intérieur d'une unité de soins, à l'intérieur d'un hôpital spécifiquement. Mais il y a aussi des jardins que des personnes créent à l'extérieur et où justement, là c'est dans l'autre sens, des établissements qui s'y rendent. Et je voulais vous parler du jardin de Vezène, qui est un des derniers créés, qui se trouve dans le Loiret, qui a été créé il y a juste à peu près 2 ans, et qui accueille à la fois des enfants venus de différentes structures, des enfants placés dans des structures, retirés leur famille et placés dans des structures, des enfants avec des polyhandicaps très lourds, mais aussi des personnes âgées. Donc là, des publics différents qui peuvent d'ailleurs se croiser dans ce lieu, mais qui viennent, qui sortent de leur établissement où ils sont habituellement résidents ou patients, et qui, dans une démarche un petit peu de sortie, d'aller vers l'extérieur, se rendent dans ce jardin pour pratiquer des activités d'orthithérapie, mais aussi de zoothérapie, puisqu'il y a plusieurs animaux sur les lieux. Et parfois, comme le décrivait la créatrice de ce jardin, ça peut être des choses très infimes en fait. Ça peut être quelqu'un qui a très peu de mobilité, qui n'a pas accès d'ailleurs à la parole, ou qui est vraiment très lourdement impacté par son handicap, qui est simplement visiblement heureux d'être au soleil avec des jeux d'ombre et de lumière sur son visage, et qui ressent quelque chose de fort à cette occasion-là. Donc, ne nous imaginons pas qu'il faut des activités intenses, voilà, bêcher tout un jardin. Ça peut être des choses très intimes et très infimes qui manifestent cette connexion à la nature. Donc voilà 3 exemples. Il y en a de plus en plus en France, mais on va laisser la parole aussi à Janine pour nous parler d'une expérience au Canada. Je vous repasse la parole, Aude, pour présenter. Oui, je remets mon micro surtout. Et Janine, bienvenue. Donc Janine Lafrenière, qui est au Canada. Vous êtes fondatrice, présidente, directrice générale sortante et présidente émérite de la fondation qui s'appelle Oubli pour un instant à Ottawa. Et votre fondation, de ce que j'ai compris, fait rentrer la nature à l'intérieur et finance des structures naturelles dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement et des centres de soins de longue durée. Donc, bienvenue parmi nous. Janine, ton micro. Votre micro, Janine, on vous entend pas. Janine, on ne t'entend pas, c'est le micro qui est fermé. Ah, ok, je vais l'ouvrir, je m'excuse, merci. Pas de souci. Alors, le but de la Fondation, c'est justement de faire entrer la nature dans les établissements de santé. Une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que, comme tout à l'heure Isabelle en a parlé, on se rend compte de tous les bienfaits de la nature. Mais une des choses que quelquefois, je crois qu'on peut oublier, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'extérieur. Alors, nous, notre but, c'est justement que tout le monde profite justement des bienfaits de la nature et de la faire entrer à l'intérieur. Pourquoi qu'on a appelé la Fondation Oubli pour un instant? C'est justement les gens, quand ils sont dans les établissements de santé, vous savez, ils peuvent vivre des peurs, des anxiétés, des angoisses. Et qu'est-ce qu'on espère? Et disons, selon les témoignages qu'on a eus récemment, c'est que justement, les gens,
quand ils voient le mur. Alors, vous voyez ici ces deux murs. Jusqu'à date, nous avons fait des murs vivants, qu'on appelle aussi des murs végétaux. Alors, le premier qui est à gauche, c'était le premier qu'on a fait et c'était dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée pour les aînés. Alors, et tandis que le deuxième, c'est encore pour un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Et si vous remarquez, dans le deuxième, il y a des poinsettias. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? C'est que lors soit de l'Halloween ou soit de Noël, les résidents ou soit le personnel les décorent. Maintenant, je ne sais pas si vous vivez la même chose que nous au Canada, mais vous savez, souvent les gens nous disent, oui, mais les gens peuvent aller à l'extérieur. Mais nous, on a un manque souvent de personnel dans les établissements de santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement s'assurer que tout le monde y a accès? C'est ça. Alors, on fait soit rentrer des murs végétaux, des bacs jardiniers. Présentement, on regarde peut-être, vous savez, au Canada, on a beaucoup l'hiver, sûrement que vous autres aussi en France, vous avez de la neige, mais ici, on en a énormément. Alors là, on est en train de regarder peut-être un jardin sur un jardin de soins, ou soit thérapeutique, ou même potager, sur justement un toit, mais qui serait couvert, le genre d'une serre, si je peux dire. Alors ça, c'est réellement un des plus gros projets qu'on est en train d'explorer. On est simplement à l'étape d'exploration. Mais les gens, qu'est-ce qu'on s'est aperçu, surtout durant la COVID chez nous, c'est que le mur a beaucoup aidé le personnel soignant surtout. Parce que vous savez, justement, les aînés étaient confinés dans leur chambre. Mais pour le personnel soignant, je devrais dire, ça les a beaucoup, énormément aidés. Alors, le but, en fait, notre but réellement, c'est que tout le monde, sans exception, ait accès aux bienfaits de la nature. Alors, c'est tout. Merci, Janine. Juste une question, Janine. Là-dessus, tu as combien d'œuvres au sein de la Fondation? C'est-à-dire, tu as combien d'hôpitaux actuellement en fonctionnement par rapport à ces murs? Oui, c'est ça. Alors, présentement, on a simplement les deux murs qu'on vous a montrés. On en a un troisième que lui, ça va être une aile du papillon monarque. Et je vous dirais une des raisons pourquoi qu'on en a aussi peu, parce que quand même, ce n'est pas beaucoup, c'est que pour nous, c'est un gros défi de faire entrer la nature dans les établissements de santé. La première réaction que les gens ont, c'est les bébites, les insectes. Est-ce qu'on va apporter toutes sortes de maladies et tout? Alors, il a fallu réellement qu'on aille chercher beaucoup d'informations. Et je vous dirais, c'est à travers justement le blog qu'Isabelle vous parlait tout à l'heure que je l'ai connu. Parce que justement, je cherchais beaucoup d'informations au niveau des recherches puis de prouver aux hôpitaux que c'était possible de l'avoir. Alors, aujourd'hui, je vous dirais, en 2021, ça n'avait pas été de la COVID, dans la région de Gatineau, qui est juste à côté d'Ottawa, tous les centres d'hébergement de soins de longue durée voulaient avoir la nature. C'était soit un jardin, soit un jardin thérapeutique à l'intérieur. Alors, je pense qu'on a réussi à réellement convaincre les gens qu'il y a un besoin d'avoir ceci. Puis que quand on a la nature à l'intérieur, en fin de compte, le but, c'est d'avoir la nature 12 mois par année, d'y avoir accès 12 mois par année, que les bienfaits sur l'être humain, ça apporte énormément de calme, de sérénité, valent la peine de l'avoir. Et autre question, Janine, hein, j'en profite, après Isabelle va reprendre la parole avec Claude et on n'est pas sûr de la récupérer. Est-ce que tout à l'heure, Isabelle citait le CHU de Saint-Étienne avec des études et des mesures d'effet. Est-ce que au niveau du Québec ou d'Ottawa, vous avez fait et de quelle façon des études et des mesures de ce type pour évaluer et convaincre d'autres hôpitaux? Bien, je vous dirais que jusqu'à date, il a fallu qu'on utilise les études qui ont été faites à l'extérieur. On avait approché 2 chercheurs, justement, des universités de Carleton à Ottawa et de Trent en Ontario, et ils avaient accepté, sauf qu'ils étaient unilingues anglophones et le projet était au Québec, qui était en français. Alors, il a fallu qu'ils se désistent, malheureusement, parce qu'ils
Ils ne pouvaient pas parler la langue, alors ils ne pouvaient pas approcher les résidents, le personnel et tout. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Parce que je pense que oui, c'est bon qu'on ait les recherches de l'extérieur, mais j'aimerais sincèrement qu'on l'ait aussi ici au Canada. Puis, je pense que présentement, avec les 2 murs qu'on a et le 3e qu'on va avoir, le 3e va être en Ontario et c'est dans un centre de santé. C'est le genre hôpital où est-ce qu'il n'y a pas aucune intervention chirurgicale, il n'y a aucune chirurgie. Alors, c'est un concept nouveau en Ontario. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est réellement notre objectif de trouver 2 chercheurs, soit 2 chercheuses, qui vont vouloir réellement faire la recherche de la différence de l'impact, autant sur les patients que sur le personnel et les familles aussi. C'est un beau défi. Merci, je te laisse Aude. Oui, Isabelle, donc question qu'on vous renvoie. Et en France, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des études d'impact? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées? Bah oui, effectivement, les 2 des projets que j'ai choisi de vous présenter ont vraiment ça au cœur du projet, hein, de faire des études. Alors, on parle d'études scientifiques à partir de protocoles, de méthodologies complètement rodées. Donc, c'est le cas en psychiatrie à Saint-Étienne et c'est le cas, enfin, vraiment, le projet de Thérèse Janvaux a publié, je pense, maintenant voilà, un grand nombre d'études en français ou en anglais, puisque même évidemment les francophones publient en anglais. Elle a vraiment fait des études sur les patients, comme je vous le disais, hein. Elle a pu voilà, montrer que les troubles, par exemple de l'agressivité, enfin les troubles psychocomportementaux diminuaient, que le sommeil était meilleure, que voilà, il y avait une meilleure orientation aussi dans le temps et dans l'espace. Enfin, elle a vraiment prouvé ce genre de choses. Elle a aussi fait des études, enfin elle ou alors des infirmiers ou des thèses de médecine, voilà, différents projets qui tournent autour de ce projet. Comme je disais, aussi montrer les avantages pour les soignants également. Ce n'est pas encore le cas de tous les jardins qui se créent, hein, bien sûr, qu'un projet d'étude soit voilà, créé en même temps. On vient de faire, là, on est en train de dépouiller d'ailleurs au sein de notre fédération un sondage des membres pour qu'ils nous expliquent le genre de projet qu'ils ont mené à bout ou dans certains cas abandonné aussi. Et c'est une question qu'on leur posait, effectivement. On va vouloir savoir un petit peu s'il y avait eu beaucoup de recherches en amont, mais aussi s'il y avait de la recherche sur le projet lui-même mis en place. Ça reste en fait encore, je pense, quand même plus exceptionnel. Mais comme disait Janine, la recherche ne manque pas en fait, hein, parce que si on élargit la question à est-ce qu'on sait maintenant scientifiquement que la nature nous fait du bien? Oui, je pense vraiment que là-dessus, on a voilà, des études, des analyses, des méta-analyses qui le montrent. On peut d'ailleurs, si vous voulez, en passer quelques-unes en revue, mais on ne manque pas de preuves scientifiques, hein, que ce soit la simple l'immersion dans la nature, la présence de nature en ville, que ce soit pour des personnes bien portantes, des enfants, des personnes malades, que ce soit plus spécifiquement des balades biophiliques ou des marches en forêt ou de l'ortithérapie. On a quand même beaucoup d'études japonaises, anglo-saxonnes, scandinaves, qui nous apportent beaucoup de données, hein. Et d'ailleurs, c'est une des ressources que nous apportons aux membres de notre fédération, c'est de faire une veille scientifique pour continuer à alimenter leur bibliographie en études récentes et validées, enfin, des études sérieuses. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe un petit temps à parler de certaines de ces études. Aude, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par exemple, oui. Oui, on pourrait. Hein. Sinon, alors Marina vous a proposé de poser des questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Et on les prendra au fur et à mesure. On peut parler. Enfin, quand vous parliez, Isabelle, je me demandais, dans votre fédération, il y a beaucoup de parties prenantes, et je me demandais, est-ce que ce mouvement-là a atteint l'entreprise déjà? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez, est-ce que vous entendez des choses qui arrivent? Oui. Alors, oui, dans l'entreprise aussi. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cette start-up, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Ciel Mon Radis.
qui existe depuis déjà plusieurs années et qui se propose justement de créer des potagers plus ou moins éphémères, hein, ils ne sont pas toujours nécessairement pérennes dans le temps, mais dans les entreprises, comme outil de cohésion, de projets communs avec des jardinières placées dans un endroit approprié au sein de l'entreprise. Je parlais récemment à un autre acteur qui se lance sur ce même voilà, sur cette même niche, d'amener des projets de potager, de jardin à l'intérieur de l'entreprise. Et puis nous avons au sein de la fédération un membre qui s'appelle Jean-Luc Chavanis, sa société s'appelle Méta Nature, et qui a publié un livre, qui a fait une formation universitaire sur ce sujet de la médiation de la nature dans le monde du travail. Donc oui, le monde de l'entreprise est également commence à être aussi intéressé. Et puis comme vous l'avez mentionné, Aude, et je pense que ces derniers 12 mois là qu'on vient de vivre, on n'en fait que, voilà, que renforcer cette impression que nous avons besoin de nature, que quand nous ne l'avions pas, elle nous manquait, et que quand nous l'avons, elle nous apporte des bienfaits qu'on a listés, mais il y en a d'autres. Et que voilà, même dans l'entreprise, on peut peut-être introduire plus de nature. Et dans votre expérience, est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une nouvelle, un renouveau de la médecine ou peut-être de la prévention? Qu'est-ce que vous entendez dire? Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, je pense c'est vraiment avant l'aube, là, on a à peine les premières lueurs peut-être de vraiment transformer la médecine, mais bon, nous avons donc des médecins et psychiatres parmi nos membres, mais aussi nous avons fait récemment 2 tables rondes et à chaque fois avons eu des témoignages, hein, notamment d'une médecin qui est chef de service en soins palliatifs au Diaconesse à Paris et qui a pu témoigner de l'importance du jardin dans son service et notamment pendant cette période du Covid, pour les soignants notamment, mais aussi pour les patients en fin de vie et leurs familles. Elle est aussi utilisée par la maternité du même lieu, donc un lieu vraiment, voilà, un jardin qui couvre vraiment une grande amplitude de situations. Notre deuxième table ronde, nous avions aussi invité un autre médecin psychiatre dans un autre établissement à Montesson, dans les Yvelines, qui est le siège d'ailleurs de notre fédération, où l'ortithérapie est intégrée depuis maintenant plusieurs années au sein de diverses unités, hein, de l'hôpital. Donc, on sent cet intérêt, il est là, il existe. Un des freins est bien sûr qu'en France, il n'y a pas encore de formation certifiante ou diplômante. On ne peut pas devenir orthithérapeute comme on peut devenir kiné ou ergothérapeute ou même art thérapeute. Il y a eu des mouvements là en début d'année, il y a 2 nouvelles formations qui se sont créées qui sont un peu plus longues et qui sont plus dans cette mouvance-là, mais pour l'instant, c'est encore difficile. Donc, je pense que ça ralentit encore l'entrée d'orthithérapeutes au sein des établissements hospitaliers ou médico-sociaux. Mais il y a vraiment une tendance. Alors, même dans les pays où, par exemple aux États-Unis, où il y a des licences et des masters d'orthithérapie depuis les années 60, on ne peut pas dire qu'on en soit arrivé à un stade où l'orthithérapie est par exemple remboursée au même titre que d'autres spécialités ou omniprésente comme d'autres spécialités. Donc les choses, je pense, se font assez doucement, voilà, même dans des pays plus ouverts à des méthodes plus alternatives, plus nouvelles. Donc en France, on sent bien qu'il y a ce besoin de continuer à convaincre, à montrer les bienfaits, à montrer des expériences voilà, mesurées. Donc c'est encore assez frémissant. Mais vraiment, depuis 2-3 ans, je sens beaucoup plus d'intérêt. Enfin, on a beaucoup plus de gens qui nous contactent, par exemple. Ouais. L'intérêt monte en puissance. Et merci. Isabelle, peux-tu revenir sur les mesures que tu évoquais, donner un peu plus d'exemples concrets là-dessus? Oui. Attendez, il y a Philippe qui a posé une question. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux prendre le micro ou bien on peut lire ta question. Sur les méthodes de mesure. C'est ça. Philippe? Non, il n'est pas là.
Oui, si, je suis là, excusez-moi. Allez-y. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas de doute sur le fait de l'efficacité de la nature sur les personnes, mais comment mesure-t-on l'impact? Comment peut-on vérifier et valider que effectivement ça a un impact très positif? Voilà. Ben, on fait, alors on ne peut pas faire vraiment du random ou du double random, hein, parce qu'on ne peut pas emmener quelqu'un au jardin sans qu'il le sache. Enfin, on n'est pas dans du médicament, hein, donc on ne va pas le mesurer exactement comme on fait des essais thérapeutiques sur un médicament, mais n'empêche. Voilà, cela étant, on peut créer des protocoles où on compare des personnes qui participent à l'activité jardin, par exemple si on parle d'ortithérapie, qui participent à cette activité d'ortithérapie et d'autres qui n'y participent pas. Et ensuite, en termes de qu'est-ce qu'on mesure, ben, ça dépend ce qu'on veut mesurer. Par exemple, les Japonais ont fait beaucoup d'études sur le corps plongé voilà, dans une marche en forêt et ils mesurent des choses très physiologiques, hein, la tension, le cortisol, enfin voilà, on peut mesurer des choses vraiment de réaction du corps, mais aussi on peut, à l'aide d'échelles validées, d'échelles psychologiques, mesurer le sentiment de bien-être, la dépression, l'anxiété, etc. Et on peut mesurer si entre les gens qui participent et qui ne participent pas, il y a des différences. Entre les gens qui participent, est-ce qu'il y a des différences entre le début du programme et, mettons, voilà, 12 séances au jardin? Alors, toute chose étant égale par ailleurs, hein, bien sûr, il faut que le protocole soit assez bétonné et on ne peut pas mettre la personne sous une cloche et elle ne fait rien d'autre et on voit si c'est vraiment ça qui a pu apaiser des angoisses, qui a pu amener un meilleur sentiment de bien-être. Mais voilà, dans la mesure de ce qui est possible et ce qui est éthique, on peut mesurer un avant et un après ou un je participe à cette activité ou je n'y participe pas. Est-ce que ça répond à votre question, Philippe? Oui, merci beaucoup. Voilà, puis, bon, voilà, l'idée c'est de faire voilà, des protocoles les plus précis possibles, d'avoir une question de recherche très précise et de mettre en place les outils pour voilà, avoir la réponse à sa question, hein, dans l'hypothèse qu'on a faite. Hein. Et Janine nous commente qu'au Canada, les médecins dans 2 provinces, Ontario et Colombie-Britannique, ces médecins prescrivent la nature comme médicament, Oui. Remboursé par la Sécu. Oui, définitivement. Oui, c'est réellement spécial. L'Ontario, c'est simplement, ça fait un jour, c'est officiel que ça fait une journée, mais les médecins maintenant vont prescrire la nature comme médicament et l'Université de Colombie-Britannique est en train de justement faire une recherche à cet effet-là avec une des médecins et leur centre de recherche. Alors, c'est réellement intéressant. C'est une première au Canada. Alors, il va y avoir définitivement une recherche à cet effet-là. Merci. C'est très intéressant, ça fait des nouvelles. Bonne nouvelle. On l'entend aussi un petit peu aux États-Unis, mais je pense que c'est plus anecdotique. En Angleterre également, hein, où des médecins peuvent prescrire alors des marches ou la participation dans un jardin partagé, par exemple, à des personnes voilà, souffrant de différents troubles. Mais je ne pourrais pas vous dire si c'est réellement pris en charge de Pas encore. remboursement, mais ça se fait. Et puis au Japon, la sylvothérapie, le Shinrin-yoku, font partie du système de santé, sont reconnus. Il y a, je pense, plus d'une douzaine maintenant de lieux où on peut les pratiquer, avec des médecins dans des centres voilà, où on mesure un certain nombre d'éléments avant le départ de la marche, et voilà, où c'est pris, enfin c'est en tous les cas tout à fait reconnu par le système de santé japonais. Super. Une question dans le chat. Blaiseau, je ne connais pas ton prénom. Est-ce que vous avez connaissance d'une prise en compte de cette importance des jardins et de la nature dans les projets architecturaux, notamment récemment dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD ou plus largement, hein, je me permets d'ajouter dans les projets architecturaux? Oui. Ben, voilà, ça c'est une des influences qu'on pourrait, enfin une des pistes qu'on voudrait développer, hein, que ce soit plus prise en compte d'emblée, parce qu'on entend quand même assez souvent les personnes qui évoluent dans ces mondes-là nous dire
que peut-être il y avait un jardin, par exemple, de prévu dans le budget au départ, il a peut-être été squeezé, ou alors il n'était pas du tout prévu. Mais là, on parle du jardin. Là, vous parlez peut-être plus généralement d'avoir de la nature, d'avoir des vues vers la nature, d'avoir des espaces de nature. C'est effectivement de savoir si, au travers l'expérience et les liens que vous pouvez avoir, vous avez connaissance d'une prise en considération de cette importance du contact avec les jardins, avec la nature pour les patients et aussi pour les soignants, dans les projets architecturaux récents de création d'hôpitaux, de création de cliniques, d'EHPAD, etc. Aussi bien au travers d'expériences visant à faire rentrer, comme l'expliquait notre amie canadienne, la nature dans ces établissements, que d'implanter ces établissements, je ne sais pas, avec des patios, avec des espaces qui permettent aux malades d'être facilement à l'extérieur. C'est vrai que dans la minéralité des hôpitaux, de certains de nos hôpitaux, notamment à Paris, on pense que ça pourrait être bien d'avoir ça dans des projets nouveaux, quoi, je dirais. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à se faire jour au travers du retour que vous pouvez en avoir, ou est-ce que pour l'instant c'est encore balbutiant et mal perçu ou mal connu des architectes et des aménageurs en quelque sorte? Oui, je pense que beaucoup d'aménageurs ont dans leur staff des architectes paysagistes, prennent cette dimension en compte, mais je crois qu'elle n'est pas encore assez sérieusement prise en compte. L'expérience dont je vous parlais en soins palliatifs au Diaconesse est quand même plutôt un aménagement d'un espace qui existe déjà, mais qui est en train d'être plus conçu pour servir de support aux équipes soignantes. Il y a un autre exemple en soins palliatifs aussi à Paris, et le nom de l'hôpital m'échappe totalement, peut-être que je vais le retrouver. En fait, ce à quoi ça me fait penser, C'est pas Jeanne Garnier, c'est Jeanne Garnier, tout à fait. Jeanne C'est Jeanne Garnier, Garnier. c'est un des hôpitaux spécialisés dans les soins palliatifs. Voilà, et ils ont d'ailleurs, alors ça, ça répond pas à votre question, mais une de nos membres est une jardinière à temps plein à Jeanne Garnier, qui donc amène le soin par le végétal aux patients. Donc, la reconnaissance que pourraient avoir les établissements pourrait venir de ça, hein, de quand ils se créent, de tout de suite concevoir des espaces naturels, mais aussi d'avoir des soignants ou des gens à la limite entre le soignant et le jardinier qui soient là dédiés à ce travail. Mais ça m'évoquait ce que vous disiez, la carrière scientifique de quelqu'un qu'on n'a pas encore cité, qui s'appelle Roger Ulrich, qui est un chercheur américain, qui en 1984 a publié une des premières études qui est très assez connue sur la récupération suite à une opération de patients, certains ayant vu sur des arbres et certains ayant vu sur un mur en béton de leur chambre, et qui a donc mis en avant que les personnes qui avaient une vue sur la nature, enfin sur les arbres, avaient un taux de récupération un peu plus rapide, utilisaient moins d'antidouleurs, sortaient un peu plus tôt, avaient moins de plaintes douloureuses, etc. Donc, à partir de cette première étude, il a passé à peu près sa carrière. Là, il vient de prendre sa retraite. Il est d'ailleurs membre honoraire de notre fédération, ce qui nous rend très fiers. Il a passé sa carrière à montrer justement que l'introduction de nature dans les lieux de santé, que ce soit en psychiatrie ou en médecine somatique, avait des effets positifs sur les résultats pour les patients. Et il continue certains de ses étudiants continuent à faire ce genre d'études. Par exemple, le fait qu'en psychiatrie, comparer une salle d'activité pour les patients avec rien sur les murs, avec de l'art un petit peu stylisé, avec de la nature, mais là aussi stylisée, ou de la nature photographique, eh bien, c'était le dernier exemple qui apaisait le plus les patients et qui avait eu un effet, vraiment une chute de la consommation de psychotropes important, financièrement non négligeable sur l'année. Donc, ce genre d'études existe. Voilà, les directeurs d'établissement, j'espère, les lisent. D'ailleurs, nous sommes aussi assez fiers d'avoir été contents, rassurés que quelque chose bouge, parce que nous avons été invités à intervenir à un colloque sur ce thème par l'École des hautes études
en santé publique, donc devant une promotion de futurs directeurs et directrices d'établissements hospitaliers. Et preuve en est, hein, s'ils créent ce colloque, s'ils mettent ce colloque en place, qu'ils commencent à y penser. Donc j'espère que la prochaine génération soit plus sensible à tout cela, effectivement. Ouais. C'est pas Les longs chemins commencent par un premier pas. Oui, oui, oui. Et puis on n'est pas les seuls à peut-être avancer ça. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens aussi, hein. Dans le chat, Patricia demande si c'est possible de partager ses études ou bien des liens, peut-être on pourra les partager Oui, dans l'email de récapitulatif, peut-être oui, le document que je vous avais envoyé qui récapitulait un certain nombre d'études, si vous voulez le partager, je ne vois pas du tout d'inconvénient. Ouais. Ouais, il y a Ok, super. pas de souci, hein, ces études, elles sont effectivement complètement accessibles. Et oui, si vous voulez partager ce document, je n'y vois pas d'inconvénient du tout. Super. Et Patricia a commencé par une autre question ou un commentaire peut-être. Patricia, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Des plantes sont utilisées en entreprise pour dépolluer, entre guillemets, les espaces de travail. Ah, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais bon, ça fait du lien avec ce dont tu disais tout à l'heure sur les entreprises. Oui, tout à fait. Enfin, je ne vais pas juste mais effectivement, en entreprise, il y a de plus en plus, notamment dans les stratégies QVT, mais de plantes qui sont installées, et notamment par le biais de santé au travail et via la dépollution. Voilà. Via la quoi, pardon? Pour dépolluer l'air. Ah d'accord, j'avais mal entendu, d'accord, oui. Pour assainir et dépolluer l'air, et notamment pour les bureaux qui sont complètement fermés, qui n'ont pas de fenêtres et qui sont en espace ouvert type open space. Intéressant. Mais voilà. oui. Ça se développe énormément en fait. D'accord. C'est récent, vous le voyez depuis quand arriver ce… Oui, c'est assez récent, hein, effectivement. Ouais. Mais comme vous parliez des agenceurs, effectivement, et des cabinets d'architectes, ils intègrent ça. C'est pas que uniquement pour faire joli, c'est également par le biais de la santé. Voilà. Ce qui est un premier pas, comme le disait Aude, petit pas. Et chaque pas compte. Voilà. Patricia est un spécialiste, je dirais, du bien-être au travail pour les salariés. Oui. Je mets mon commentaire. Et une question me vient, Isabelle. Dans l'écothérapie et puis orthithérapie, on entend à la fois thérapie, on entend développement personnel quelque part. Il y a bien sûr la reconnexion à la nature, les soins. Et je me demandais, mais quel lien entre écothérapie et spiritualité? Ok, écoutez, je pense que beaucoup… Oui, non, mais je comprends, on est quand même dans ce groupe spiritualité au pluriel, donc c'est normal. Je vous citais tout à l'heure E.O. Wilson qui dit, alors je le recite là, mais c'est la nature détient la clé de notre satisfaction esthétique, intellectuelle, cognitive et même spirituelle. Donc je pense que cette connexion, quand on parle de connexion de l'homme au monde vivant, au reste du monde vivant dont nous faisons partie, on parle forcément de connexion à quelque chose d'un peu plus vaste que soi, on parle de connexion un peu au cosmos, au reste du monde vivant, on parle de connexion au temps aussi, aux saisons, au passage du temps, on parle de connexion à la mort, on parle de choses qui sont éminemment spirituelles. Donc je pense que c'est une dimension importante de ce type de médiation, forcément, que les praticiens peuvent plus ou moins mettre en avant, mais qui est là, bien sûr, puisque voilà, on se connecte à quelque chose qui est la vie, donc qui est le vivant, donc oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des conditions avec lesquelles l'écothérapie fonctionne-t-elle avec des conditions dans un environnement spécifique Alors, des protocoles ou bien nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, nous-mêmes, vous parlez Non, de non, non. nous-mêmes, ouais. Enfin, j'ai deux questions en fait en tête, Oui. donc ça s'est un peu embrouillé dans ma tête. Alors, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on a parlé beaucoup plus de gens qui présentent des pathologies, hein, que ce soit des pathologies somatiques ou psychiques, voilà, ou qui sont en état de fragilité, mais bien sûr que tout ça peut aussi s'appliquer à des personnes bien portantes, notamment dans le document que je vous passerai. Une des études très intéressantes qu'un chercheur, un psychologue environnemental anglais a pratiqué sur environ 20 000 personnes, c'est d'essayer de comprendre quelle est un peu la bonne quantité de nature, de combien voilà, d'heures de nature avons-nous besoin pour en retirer certains bienfaits, comme une perception d'une meilleure santé, une meilleure qualité de vie, une meilleure, voilà, de se sentir mieux, de se sentir que son bien-être augmente. Et il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait environ 2 heures, 2 heures par semaine dans la nature apporterait ce genre de bienfait, de se sentir en meilleure santé, de sentir que son bien-être augmente. Et il a montré, alors 20 000 personnes, ça commence à être relativement voilà, intéressant comme échantillon. Et ce qui était intéressant, c'est que ces résultats tenaient, que l'on soit alors plus vieux ou plus jeune, homme ou femme, urbain ou personne vivant à la campagne, niveaux socio-économiques divers, et que ce soit des gens atteints de maladies, hein, et notamment de maladies plutôt chroniques ou de handicap ou pas. Donc, oui, bien sûr que tout cela, si ça peut aider des personnes en souffrance, des personnes qui ont besoin de se réparer, ça peut aussi aider, je pense, des gens bien portants à titre préventif. D'ailleurs, il y a un certain nombre de programmes autour du burn-out. Il y en avait un du côté d'Angers, je ne sais pas où il en est, pour accueillir des personnes se rétablissant d'un burn-out. Mais tout un chacun, enfin, c'est ce qu'on disait finalement hein, au début, l'écothérapie, c'est l'idée de recréer, de réparer ce lien qui peut être parfois un petit peu perdu avec la nature. Donc je pense que même lorsque l'on est une personne bien portante sur le moment, enfin on n'est pas complètement déséquilibré, on a quand même ce besoin et peut-être que justement retisser ce lien avec la nature nous permet d'éviter des sortes de décompensation. Il y a une autre étude intéressante scandinave qui montrait que des enfants qui, enfin, à posteriori, on voyait qu'ils avaient grandi autour de nature et que justement le fait de grandir dans des environnements plus naturels, avec plus de nature autour de soi, avait un effet sur la survenue plus tard de maladies psychiatriques. Un effet positif. Donc, plus on avait grandi autour de nature, moins on développait de maladies psychiatriques. Donc, oui, voilà, les bien portants aussi peuvent bénéficier de ce lien, et ce lien, je pense qu'il peut se cultiver de façon différente. Que si on est un urbain, on peut le cultiver avec l'accès à des parcs, avec même des jardinières ou des balcons. Enfin, on ne parle pas nécessairement de quantité extraordinaire de nature, c'est pas simplement voilà, être immergé dans une vaste forêt. On peut être aussi attentif à des petits événements voilà, de micro-végétation, de vie, des oiseaux, de plein de choses, même en ville. Clémence posait une question à ce propos. Elle nous demande, à défaut de pouvoir sortir dans la nature tous les jours, est-ce que des photos de la nature peuvent remplacer et apporter des effets bénéfiques? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que j'en parlais un petit peu finalement tout à l'heure avec une des études de Roger Ulrich et de ses étudiants sur le fait que des photos, vraiment des photos de nature dans une unité psychiatrique avaient un effet apaisant et diminuait l'agressivité. Il y a d'autres études qui montrent ça également. Donc, que voir la nature, notamment dans des salles d'attente et notamment dans des salles de radiothérapie. Ça m'a été confirmé récemment en France aussi, par exemple au CHU de Rouen, où des images de nature sont placées de façon un peu stratégique dans le couloir qui mène à la salle de radiothérapie, dans ce but-là. Et donc, il y a eu des études qui l'ont montré, que c'était apaisant, que c'était quelque chose qui mettait les gens dans un état d'esprit plus calme. Donc, voilà, aussi en salle de réveil, au plafond, des images de nature. Donc, c'est vrai aussi pour les gens bien portants. Nous avions au début du confinement, d'ailleurs, publié
petit édito là-dessus sur notre site en citant plusieurs études qui le montrent. Donc, que ce soit là aussi pour des gens bien portants ou des gens malades, même la vue de nature par la fenêtre ou la vue de photos de nature a un effet positif. Oui. Super. Juste, Aude, en précision par rapport au club spiritualité, en fonction, évidemment, Covid, possibilité de rencontres et autres, il est prévu à terme que un Nanga, c'est-à-dire un chaman pygmée à Sosa qui est déjà venu, je pense que Patricia ou Karine, vous avez peut-être croisé déjà, ou une chamane sibérienne viennent et puissent amener, pas forcément en conférence, hein, bien sûr, mais amener un certain nombre de personnes découvrir la nature avec leur philosophie à eux, donc qui n'est pas exactement les mêmes modes de mesure ou autres qui sont faits, mais c'est d'actualité. Si, en fonction de l'évolution. Donc, c'est une autre approche complémentaire. Isabelle était invitée d'ailleurs, facilement. Et également, il y a une personne Loan Miège, qui est une autre approche très spirituelle de la nature, qui est invitée, mais à chaque fois, elle repousse, puisque elle veut faire une conférence non pas en Zoom, mais en physique. Et ça fait à peu près 6 mois qu'on repousse allègrement ce rendez-vous, mais c'est quelque part d'autres axes complémentaires qui sont prévus au sein du club spirituel. Je te relaisse la parole. Super, super. Oui, je suis d'accord avec Blaiseau, je ne sais pas qui est Blaiseau, voilà, qui a effectivement noté que dans la spiritualité judéo-chrétienne, effectivement, l'Éden est un jardin. Alors tous, ouais, c'est un lieu protégé à la fois, enfin qui est protégé du sauvage qui est tout autour et qui est un paradis. Oui. Ce n'est pas. Il est temps dernière question, si vous en avez. Vous pouvez ouvrir vos micros, les poser directement à Isabelle ou à Janine, ou bien les poser dans le chat. Sinon, moi, j'aimerais bien vous demander, Isabelle, peut-être en clôture de votre intervention, si vous avez des conseils à nous partager ou des projets qui vous tiennent à cœur que vous souhaiteriez nous partager. Alors, des conseils, je pense que peut-être même sur le chemin du travail ou tout moment dans la journée où vous pouvez être près de la nature, et je le disais de nouveau, hein, ce n'est pas nécessairement une grande forêt, mais c'est peut-être d'être attentif, hein, de mettre un peu vos sens en éveil et d'écouter les oiseaux, d'être très attentif au son, d'être très attentif à ce que vous sentez, d'être très attentif aux petites choses que vous voyez. On voit des plantes pousser dans des endroits improbables, sur des murs, dans des petits interstices, et voir un peu cette espèce de force vitale qui se manifeste comme ça. Je pense que ça, on peut tous créer des petits moments comme ça dans notre journée, même quand on habite en pleine ville. Donc ça, ces petits micro-moments, on peut se les créer tous, on convive, et puis on peut aussi, bien sûr, se créer des occasions un peu plus, là pour le coup, de se plonger dans la nature si on le peut. Il y a tellement de façons de l'appréhender. Voilà, ça peut être la randonnée, mais ça peut être aussi juste des manières beaucoup plus calmes, beaucoup plus contemplatives. Enfin voilà, que tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui parle, hein, que ce soit d'aller très vite et d'être très actif, ou d'être plus de se poser et d'observer. Donc ça, je pense que voilà, tout le monde peut pratiquer ces choses-là. Et puis comme le signalait quelqu'un, enfin, comme on en parlait, les photos marchent aussi. Et bien voilà, même d'avoir un fond d'écran qui a une image de nature qui vous parle, qui vous fait du bien, je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est un petit boost qu'on peut avoir tout au long de la journée. En termes de projet, alors si vous parlez de projets concrets, de projets qui auraient besoin d'aide, par exemple, oui.
Moi, je vous invite à venir à jeter un œil sur le site de notre fédération, mais je précise aussi, parce que je crois que ce sera noté dans l'email suivant, enfin qui se va suivre. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Jardin et Santé, qui est là depuis 10 ans et qui, elle, aide des projets à se créer en collectant des fonds et en ayant un appel à projet tous les ans et en permettant, et ils ont permis à de nombreux jardins de voir le jour. Donc et Jardin et Santé fait partie de notre fédération également. Vous pouvez aller les voir, le site vous sera donné aussi pour eux, je crois. Hein. Vous pouvez aller contribuer à leur travail qui est de financer des projets, parce que forcément, ces jardins, ils ont un certain coût, même si la débrouille et un petit peu le système est encouragé, n'empêche qu'il y a un coût et que pour que ces jardins ils puissent exister, il faut qu'ils aient des financements par des fondations, par des associations, par beaucoup d'entreprises qui se manifestent, des banques, des assureurs qui contribuent à ces jardins. En préparant cette conférence, Isabelle, j'ai regardé un petit peu et je crois que vous avez écrit un livre sur la famille ou les enfants. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'enfants là, mais… Je peux vous en dire un mot. Effectivement, je pense que tout ça commence avec les enfants, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais l'idée de la nature peut nous réparer, enfin on peut réparer nos liens avec la nature, mais je pense qu'en faisant cela, on devient aussi plus sensible à l'écologie de manière globale, on devient plus sensible à protéger aussi cette planète, et voilà, c'est quelque chose qui circule comme ça. Et je pense que ça commence dans l'enfance, évidemment. Hein, je pense que tout le mouvement du Shirin-yoku au Japon est fondé aussi là-dessus, sur les enfants. Et oui, ce livre qui s'appelle d'ailleurs le Shirin-yoku en famille, puisque c'était l'idée justement de faire appel à des pratiques d'autres pays, mais de les accompagner vers la France, donne des pistes aux familles, donne un petit peu une idée des bienfaits qui peuvent être spécifiques aux enfants, hein, comme la découverte un petit peu de leur autonomie, la confiance en eux, et également la lutte contre l'obésité. Enfin, il y a plein de choses qui sont plus spécifiques aux enfants, avec des activités, plein d'idées d'activités à faire, que l'on soit en nature ou que l'on soit chez soi, en famille, hein, pour se sensibiliser à tout ça, mais aussi le pratiquer, enfin vraiment juste le pratiquer. C'est pas… Oui, et l'apprendre aussi. Oui. Super, et on va finir avec, avant de te passer la parole, Michel, un commentaire de Laurent. J'ai mis en place une dizaine d'ateliers de jardinage dans une école primaire pour planter 1000 bulbes, un grand succès. Il faut sensibiliser les enfants, on est d'accord. Il y a aussi beaucoup de projets d'ailleurs, enfin, des projets intergénérationnels, hein, qui se font entre personnes en maison de retraite et enfants de maternelle souvent. Voilà, poser ces deux populations ensemble autour du jardin. Super. Merci beaucoup Isabelle, merci Janine. Michel, je te laisse la parole peut-être pour la conclusion. Oui, alors moi je recrute déjà Isabelle d'un côté et Laurent de l'autre, parce que nous avons décidé, pas plus tard que cet après-midi, de créer une revue, tout au moins par rapport à l'une de mes sociétés, en associant Native, dont je parle assez souvent dans le club spiritualité, Kaizen et la maison écologique, justement pour faire des publications et apprendre aux enfants un certain nombre de choses qui proviennent de ces trois cultures. Donc Isabelle et Laurent, comptez sur moi pour vous en reparler et profiter de vos expériences là-dessus. Bon, pour conclure, déjà, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Janine de vos présences ce soir. Janine, c'est la première fois où on a une présence hors du territoire français, même en Zoom. Donc là, tu as été une pionnière pour nous là-dessus. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé à la fois tout ce que vous nous avez appris. Je rappelle à tout le monde que demain ou après-demain, nous retransmettrons un lien à chaque participant et également aux gens qui étaient absents, de manière à ce que vous puissiez à la fois rentrer
revivre l'enregistrement que Eric a fait. Merci Eric au passage. Et que vous aurez les liens avec Isabelle. Et donc, j'ai vu Patricia, par exemple, ou autre. Vous pourrez contacter Isabelle, avoir des liens sur les études, réfléchir, avoir un contact direct. Donc, c'est valable pour Isabelle, c'est valable pour Janine. Et Janine, je ferai un lien un peu plus direct avec les HEC Québec, parce que là aussi, c'est une première que d'autres clubs soient associés à nos actions sur le club spiritualité. Donc ça se mettra en pratique dans 1 et 2 jours. En mémoire pour le club spiritualité, on se retrouve pour ceux qui le peuvent et le veulent le mardi 9 mars. Donc là, ce sera notre version classique, non québécoise. Donc c'est les rendez-vous à 12h15 jusqu'à 1h30. Ce sera Aurore Monard qui sera là, puisqu'elle vient d'écrire un livre sur l'hypersensibilité, en particulier l'hypersensibilité au travail, ce qui doit, je dirais, intéresser pas mal de personnes. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait finalisé sur la date et l'intervenant de la fin mars. Début avril, nous ferons un regroupement de plusieurs clubs sur le sujet autour de la spiritualité. Et fin avril, le 20 avril, vous offrez Sandrine Kasmarek, ce qui te fera plaisir, Patricia, merci beaucoup, comme tu l'as écrit. Et Sandrine Kasmarek nous parlera de toutes ses expériences et en particulier de la sophroanalyse, qui n'est pas très connue, c'est un peu comme l'orthithérapie, mais particulièrement efficace. Voilà pour les programmes des prochains, des deux prochains mois. Évidemment, si vous avez des questions à Isabelle, à Janine, pour le club, à Aude ou moi-même, n'hésitez pas. Bon, je vois Marina qui me dit que c'est le 25 et pas le 20 avril, mais bon, j'ai le temps de corriger d'ici là, quoi. Voilà, merci beaucoup. Aude, je te laisse finir et conclure, parce que c'est toi qui as la main. Oui. Alors, merci à tous. Merci pour votre participation. Ravie de vous avoir accueilli ce soir, Janine. Et immense merci, Isabelle, de nous partager ce que vous faites et de nous donner encore plus envie d'aller prendre l'air. Ah, merci à vous. Et puis merci pour votre écoute et peut-être, voilà, à continuer. Merci. C'est clair. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Isabelle. Merci à Janine. tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir Clémence. Au revoir, Michel. Aude et Isabelle, je me suis permis d'enlever les. Il y a Eric. Eric, c'est Eric qui nous parle. Je suis toujours là. Attendez, je vais enlever mon petit potin. Je me suis permis, si vous voulez faire un petit point final, je me suis permis d'enlever tout simplement les personnes qui étaient là toujours, mais qui n'étaient pas actives, qui ne s'étaient pas enlevées. Donc, vous avez bien fait.